Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous, ou un proche ayant dépassé 50 ans, vous demandez quels examens médicaux valent vraiment la peine et lesquels peuvent causer plus de problèmes que de solutions. C'est exactement le sujet que je veux vous aider à clarifier aujourd'hui. Je suis le docteur Gabriel Menin, et après tant d'années à suivre des patients de tous âges, j'ai appris que la bonne médecine ne consiste pas toujours à en faire plus, mais à savoir choisir ce qui protège réellement votre santé et évite les risques inutiles. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients. J'ai été témoin de rétablissements qui semblaient miraculeux et j'ai aussi été présent dans des moments très difficiles. Ces années en consultation, à écouter, observer et apprendre, m'ont enseigné quelque chose qui se dit rarement à voix haute. Souvent, la décision la plus sage est d'éviter certains examens qui, bien qu'ils paraissent modernes ou préventifs, peuvent finir par nuire à la qualité de vie, surtout après 50 ans. Aujourd'hui, je veux vous ouvrir le panorama avec toute honnêteté. Je vais vous expliquer quels examens de routine, selon mon expérience médicale et les preuves scientifiques, je ne recommanderais pas à une personne de plus de 50 ans. Pas par caprice ni par rébellion, mais parce que j'ai vu maintes fois comment des tests apparemment anodins déclenchent des procédures invasives, des inquiétudes énormes et des complications qui n'auraient jamais dû exister. À ce stade de la vie, ce qui importe le plus, c'est de préserver la tranquillité, l'autonomie et le bien-être quotidien. Donc, si vous avez plus de 50 ans, ou si vous prenez soin de vos parents ou grands-parents, je vous invite à écouter attentivement. Je ne vais pas seulement vous expliquer quels examens il vaut mieux éviter, mais aussi pourquoi et quelles alternatives plus sûres et utiles vous pouvez choisir. Je partagerai également des expériences réelles de mes patients, celles qui laissent un enseignement profond, le tout basé sur des données claires. Je suis le docteur Gabriel Menin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez ce contenu avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu vous semble précieux, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager aide ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci de tout cœur d'être ici et de prendre soin de votre santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas un appel à la peur, mais à l'information. Lorsque vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous prenez des décisions plus sages pour votre santé. Commençons par le premier examen de la liste, le fameux scanner corporel complet. Vous l'avez peut-être vu annoncé comme un examen complet de votre corps utilisant des scanners ou IRM sophistiqués. Cela semble tentant, je le sais. L'idée d'obtenir une image de tout ce qui se passe à l'intérieur procure une sensation de contrôle. Mais la réalité est souvent très différente. Je vais vous raconter un cas récent. Monsieur Ricardo, 74 ans, un homme actif qui aimait voyager et passer du temps avec ses petits-enfants. Il n'avait aucune gêne ni symptômes. Son fils, voulant prendre soin de lui offrit un bilan exécutif incluant ce scanner complet. Ricardo accepta juste pour lui faire plaisir. Mais à partir de là, une chaîne de situations inattendues commença. Le rapport mentionnait une petite lésion indéterminée au rein. 2 mots qui suffirent à perturber la tranquillité de toute la famille. Bien que Ricardo fût parfaitement sain, il devint soudain patient avec quelque chose au rein. Suivant le protocole, il fut orienté vers un urologue, qui recommanda à son tour une biopsie. Et une biopsie rénale n'est pas un examen anodin, elle comporte des risques de saignement, d'infection et de douleur. Il accepta courageusement, mais la semaine d'attente des résultats fut un véritable enfer pour la famille. Et au final, que trouvèrent-ils? Un angiomyolipome, une tumeur bénigne qui n'aurait jamais causé le moindre problème. Ricardo n'a rien gagné avec cet examen. Tout ce qu'il a obtenu, c'est de l'angoisse, une procédure invasive et de l'inquiétude pour tous ceux qui l'entouraient. Malheureusement, ce type d'histoire est très courant. La majorité des personnes âgées qui passent ce type de scanner découvrent des anomalies sans importance, appelées incidentalum, kystes insignifiants, petites taches, traces de cicatrices internes liées au temps. Des choses qui ne nécessitent aucun traitement, mais qui, une fois découvertes, déclenchent une chaîne d'intervention qui peut être très nocive. Et si l'examen est fait par tomodensitométrie, il y a un facteur supplémentaire, l'exposition aux radiations, équivalente à des centaines de radiographies thoraciques. Même si un seul examen comporte un faible risque, ce risque n'est pas nul. Et s'il n'y a pas de bénéfice clair, pourquoi s'exposer? Alors, que faire de mieux? Plutôt que de dépendre d'une machine,
l'alternative la plus intelligente est une évaluation gériatrique complète. C'est une consultation approfondie, centrée sur la façon dont nous vieillissons réellement. Nous y évaluons la fragilité, les médicaments, les habitudes de vie et la fonction physique. Des choses simples comme la vitesse de marche ou la force de la main prédisent beaucoup mieux votre santé future que n'importe quelle image. Cette évaluation ne génère pas de peur, mais de la clarté. Elle permet également d'intervenir avec des habitudes et ajustements qui améliorent réellement votre quotidien. Je me souviens d'une patiente, Madame Léonore, 71 ans, qui est arrivée épuisée et pensait avoir une maladie grave. En vérifiant ses médicaments, nous avons découvert qu'elle prenait 11 comprimés différents prescrits par plusieurs spécialistes. Nous avons ajusté son traitement et en 2 semaines, elle se sentait complètement différente. Plus d'énergie, meilleure humeur, moins de vertige. Parfois, ce qui change notre vie n'est pas un scanner, mais comprendre ce dont notre corps a vraiment besoin. Continuons. Le deuxième examen que j'évite souvent est l'IRM cérébral lorsque seuls de petits oublis normaux liés à l'âge sont présents. Cela arrive souvent. Des enfants inquiets parce que leur mère de 75 ans oublie le nom d'un acteur. Mais elle reste orientée, gère son argent et vit normalement. Pourtant, ils demandent une IRM au cas où. Je veux que vous compreniez bien. Dans ces cas, faire une IRM apporte rarement un bénéfice. Cela ouvre plutôt la porte à des inquiétudes inutiles. Je vais vous raconter une expérience avec Martha, une femme très cultivée qui ne remarquait qu'une difficulté occasionnelle à trouver le mot exact. Sa fille insista pour faire l'IRM, et lorsqu'elles virent le rapport, elles furent profondément effrayées. Il était mentionné « atrophie légère » et « changement lié à l'âge », totalement normaux à 78 ans. Mais elles interprétèrent cela comme le début d'une maladie grave. À tel point que Martha perdit confiance en elle et abandonna des activités qu'elle aimait. L'examen ne l'a pas aidée, au contraire, il l'a remplie de peur. Avant de continuer, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne, partager ce contenu et activer la cloche. Ici, chaque jour, nous publions des informations qui peuvent vous aider, vous ou un proche. Nous sommes une communauté qui cherche la clarté et le bien-être, et j'aimerais que vous en fassiez partie. Quand nous parlons d'examens qui peuvent faire plus de mal que de bien après 50 ans, l'un des plus délicats est l'IRM cérébral pour de petits oublis. Ce sujet préoccupe beaucoup, et c'est pourquoi je veux vous aider à comprendre clairement à quoi vous attendre et comment prendre la meilleure décision. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que chez les personnes de plus de 75 ans sans symptômes sérieux, la grande majorité des IRM montrent quelque chose de anormal. De grandes études ont démontré que si l'on prend 100 adultes sains de cet âge, presque tous auront une découverte inquiétante. Non pas parce qu'ils sont malades, mais parce que le vieillissement normal laisse des traces détectées par la machine, même si elles n'ont aucun lien avec la mémoire ou la vie quotidienne. Dans mon expérience, j'ai eu des patients dont l'IRM semblait montrer un cerveau très endommagé et qui, pourtant, conservaient une lucidité et une capacité mentale admirables. J'ai aussi vu le contraire. L'image ne représente pas toujours ce que la personne est capable de faire. Et surtout, ces découvertes ne modifient pas la gestion des oublis légers. Il n'existe aucun médicament qui inverse les changements normaux du vieillissement cérébral. Alors, que pouvons-nous faire pour évaluer la mémoire de manière plus utile, plus humaine et sans générer de peur? L'outil le plus fiable est un test cognitif simple que nous réalisons en consultation et qui ne prend que quelques minutes. Il peut s'agir du mini-cog, du mini-mental ou du MoCA. Ce sont des exercices aussi simples que répéter quelques mots ou dessiner une horloge, mais ils nous fournissent des informations très précises sur le fonctionnement de votre esprit au quotidien. Si le résultat est normal, nous pouvons rester tranquilles et rassurer la famille. Et s'il montre une difficulté, alors nous commençons une recherche organisée des causes qui peuvent effectivement être corrigées. Je l'appelle la maison des faux coupables, car, avant de penser à une maladie neurodégénérative, il faut écarter des situations très courantes qui provoquent des oublis et qui, avec un traitement, s'améliorent nettement. La première étape consiste à revoir les médicaments. Beaucoup de personnes âgées prennent des somnifères, des anxiolytiques ou certains antihistaminiques qui altèrent la mémoire et la concentration. À plusieurs reprises, j'ai vu un patient s'améliorer simplement en ajustant ses médicaments. Ensuite, nous demandons des analyses de base. Nous vérifions la vitamine B12 et la fonction thyroïdienne, car une carence en B12 ou un hypothyroïdie peuvent provoquer des troubles de la mémoire facilement confondus avec des maladies plus graves, mais qui ont une solution. Nous évaluons également l'état émotionnel. La dépression chez les personnes âgées se manifeste souvent par des oublis et du désintérêt, et lorsqu'on la traite, la clarté mentale revient. Et nous ne devons pas oublier le sommeil.
L'apnée du sommeil, qui interrompt la respiration la nuit, peut affecter de manière significative la mémoire et les performances quotidiennes. Ce n'est qu'après avoir écarté ces causes et si nous constatons que la fonction cognitive continue de se détériorer que nous envisageons de faire une imagerie. Dans ce contexte, cela a un sens. Mais la réaliser avant ne fait qu'augmenter l'angoisse sans fournir de réponse utile. C'est pourquoi je recommande toujours de chercher un médecin prêt à discuter calmement, à observer votre fonction réelle et à investiguer des causes modifiables. Je veux vous raconter une expérience récente avec Madame Pilar, 76 ans. Elle est venue inquiète car elle répétait les mêmes questions. En vérifiant son traitement, j'ai remarqué qu'elle prenait 2 médicaments sédatifs prescrits par différents spécialistes. Nous avons ajusté sa médication et en quelques semaines, elle se sentait de nouveau lucide et confiante. Elle n'a pas eu besoin d'une IRM, elle avait simplement besoin que quelqu'un voie l'image complète. Passons maintenant au 3e examen à éviter, le test d'effort cardiaque de routine chez les personnes de plus de 50 ans sans symptômes. Faire courir une personne en bonne santé sur un tapis roulant uniquement à cause de son âge est une pratique très répandue, mais elle peut poser des problèmes. Je vais partager un cas très similaire à ce que je vois fréquemment. Javier, 72 ans, faisait de l'exercice tous les jours et n'avait jamais eu de douleur thoracique ni de difficultés respiratoires. Il se préparait pour une opération d'une hernie, dans le cadre du protocole, on lui demanda un test d'effort. Il ne comprenait pas pourquoi. S'il pouvait jouer un match de tennis sans se fatiguer, quel sens avait de courir sur une machine? Mais il accepta. Pendant le test, il commença à ressentir une pression dans la poitrine et l'électrocardiogramme montra des signaux confus. Bien qu'il ne signifiait probablement rien de sérieux, le cardiologue arrêta le test et recommanda un cathétérisme. Cette procédure, qui consiste à introduire un tube dans une artère jusqu'au cœur, est invasive et comporte des risques. Javier passa de la tranquillité de la préparation pour une chirurgie mineure à être sur une civière en route pour un examen cardiaque. Le résultat montra quelque chose de très courant pour son âge, de petites obstructions qui ne nécessitaient aucun traitement. Mais le traumatisme émotionnel était déjà là. Depuis ce jour, il a arrêté le tennis, a commencé à craindre l'effort et a été étiqueté « cardiopathe », ce qui n'était pas vrai. Et dans de rares cas, le test lui-même peut provoquer des arythmies ou des problèmes plus graves. Alors, comment évaluer le cœur de manière sensible, moderne et sécurisée? La première étape est d'écouter votre propre corps. Le test le plus fiable, c'est la vie quotidienne. Si vous pouvez marcher rapidement ou monter des escaliers sans douleur thoracique ni essoufflement excessif, vous passez déjà un vrai test d'effort. Et bien sûr, si des symptômes apparaissent, c'est alors le moment de consulter. Si l'objectif est d'évaluer le risque futur, nous disposons d'un outil excellent, le score calcique coronaire. C'est un examen rapide, avec très peu de radiation et sans aiguille. Il mesure la quantité de calcium dans les artères du cœur. Si le résultat est 0, le risque d'infarctus est très faible. S'il est élevé, nous savons qu'une prévention stricte est nécessaire. Ce test guide les décisions, sans pousser vers des procédures invasives. Continuons avec le 4e examen. Il suscite souvent le débat car la coloscopie est un outil très utile pour prévenir le cancer. Je la recommande moi-même sans hésitation à partir de 45 ou 50 ans. Le problème survient lorsque nous continuons à la proposer de routine chez les personnes de plus de 75 ou 80 ans ayant des examens antérieurs normaux. À cet âge, il faut peser soigneusement les bénéfices par rapport aux risques. Et ces risques augmentent avec l'âge. Je vous raconte le cas d'Elena, 79 ans. Sa coloscopie précédente était normale. Elle n'avait aucun symptôme. Mais le système du cabinet lui rappela qu'il était temps d'en faire une autre. Elle fut responsable et se prépara. Et la préparation seule fut épuisante, des litres de laxatifs qui la laissèrent faible, déshydratée et avec des étourdissements. À son âge, cette étape seule représente déjà un risque considérable. À cela s'ajoute la sédation, qui chez les personnes âgées peut provoquer une désorientation temporaire ou des problèmes respiratoires. Et le risque qui nous inquiète le plus est la perforation intestinale. Avec l'âge, la paroi du côlon devient plus fragile et le risque de rupture, bien que faible, augmente de manière significative. Et une perforation implique une chirurgie majeure et une récupération difficile. À ce stade de la vidéo, je veux que vous reveniez avec moi sur le problème central que nous abordons aujourd'hui. Comment éviter des examens médicaux qui peuvent vous nuire plus qu'ils ne vous aident après 50 à 70 ans, et comment prendre des décisions plus intelligentes pour préserver votre santé, votre autonomie et votre tranquillité. Et l'un des exemples les plus clairs est la coloscopie de routine après un certain âge.
Chez une personne de 80 ans, une complication lors de cette procédure peut signifier la perte d'indépendance et de qualité de vie. Et lorsque nous analysons le bénéfice réel, nous comprenons que l'objectif est d'éviter un cancer qui, s'il devait apparaître, mettrait de nombreuses années à poser problème. C'est pourquoi les directives médicales les plus sérieuses recommandent d'arrêter le dépistage systématique entre 75 et 85 ans. L'idée est simple, si l'espérance de vie est inférieure à 10 ans, la coloscopie a plus de chances de nuire que de fournir un bénéfice réel. Bien sûr, chaque cas est différent. S'il existe des antécédents importants, des polypes précédents ou des risques spécifiques, l'évaluation change. Mais chez la majorité des personnes âgées, continuer automatiquement simplement parce que c'est l'âge devient plus risqué qu'utile. Alors, que faire? Il ne s'agit pas d'abandonner le suivi du côlon, mais d'utiliser des stratégies plus intelligentes. La première étape est de prêter attention aux symptômes clés. Cela est vraiment important. Si un changement persistant du rythme intestinal apparaît, du sang dans les selles, des douleurs abdominales, une perte de poids inexpliquée ou une nouvelle anémie, l'âge n'a pas d'importance. La coloscopie est absolument justifiée. Deuxièmement, et peut-être plus puissant à long terme, la prévention par l'alimentation. Le côlon apprécie la fibre plus que n'importe quelle machine. Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. La fibre nourrit les bonnes bactéries qui produisent des composés protecteurs contre l'inflammation et réduisent le risque de cancer. Manger plus de lentilles, brocolis, avoine ou pommes est beaucoup plus sûr et offre des bénéfices pour tout l'organisme. Mon message est toujours le même, faites les coloscopies appropriées, au bon moment. Jusqu'à 75 ans, elles sont généralement essentielles. Après cela, pour la majorité, il est plus sage de surveiller les symptômes et de miser sur l'alimentation comme outil principal. Passons maintenant au cinquième et dernier examen de cette liste. Il est particulièrement pertinent pour les hommes âgés, le dosage du PSA, ce marqueur sanguin conçu pour détecter le cancer de la prostate. Pendant des années, il a été présenté comme la solution idéale, mais avec le temps, on a découvert que, surtout chez les hommes âgés, il provoque de très nombreux diagnostics de cancer qui n'auraient jamais posé de problème. L'alimentation, les inflammations, les infections ou même faire du vélo peuvent l'augmenter. Cela entraîne plus d'examens, plus de biopsies et plus de traitements qui ne sont pas toujours nécessaires. Récemment, j'ai suivi un patient très similaire à ce que vous ou un proche avez peut-être vécu. Il s'appelait Ernesto, 79 ans, vivait seul, marchait tous les jours et était plein d'énergie. Lors d'un contrôle de routine, on lui demanda un PSA sans raison claire. Il était légèrement élevé et une chaîne interminable de rendez-vous, d'incertitudes et de peur commença. La biopsie révéla un cancer à croissance extrêmement lente. Quelque chose qui, compte tenu de son âge et du type de tumeur, n'aurait jamais affecté sa vie. Pourtant, le mot « cancer » a un poids énorme et il accepta un traitement dont il se remet encore. Des situations comme celle-ci sont très fréquentes et montrent pourquoi le PSA, utilisé sans discernement, peut avoir des conséquences graves dans la vie d'un homme âgé. Alors, quelle est la bonne approche? Il ne s'agit pas de rejeter le PSA, mais de l'utiliser intelligemment. Au lieu de le demander automatiquement, nous avons besoin de conversations claires où le médecin et le patient analysent ensemble les risques et bénéfices. Et si un cancer à faible risque est détecté, souvenons-nous que la surveillance active ne signifie pas abandon. Cela signifie des contrôles organisés, attentifs et responsables pour s'assurer que la tumeur ne change pas de comportement. Et surtout, il faut se concentrer sur les symptômes qui comptent vraiment à tout âge, difficulté à uriner, sang, douleurs osseuses ou inconfort persistant. Ceux-ci doivent être investigués, quel que soit l'âge.